Webinaire Piguet-Galland, webinaire qui a aujourd'hui pour thème l'investissement avec nos convictions pour le deuxième trimestre 2024. Nous sommes accompagnés une fois et coutume en fait, parce que tu es là à chaque fois Daniel, accompagné par Daniel Varela, notre Chief Investment Officer. Bonjour Daniel. Bonjour Ali, bonjour à toutes et à tous. Et chez Piguet-Galland, j'aime le rappeler à chaque fois, notre métier, c'est s'occuper de vos projets de vie. Comment est-ce qu'on fait cela? On aligne votre patrimoine avec vos projets de vie à travers des solutions patrimoniales, des solutions de financement et également des solutions d'investissement. C'est ce qui nous amène au thème du jour avec les événements et l'actualité qui est finalement assez riche. Je pense que vous posez tous de nombreuses questions. Je rappelle que vous pouvez poser des questions directement à travers les applications et les écrans que vous avez selon vos appareils. Et elles apparaîtront ici sur mon écran, elles seront invisibles au reste des participants. Et je commence du coup avec la première question pour toi, Daniel. On va entrer dans le vif du sujet. On a énormément parlé de l'inflation à chaque fois. On a également parlé du coup de l'impact des taux d'intérêt. Vu que les deux sont liés, finalement, on revient un petit peu à, je peux dire ça comme ça, des banques centrales qui remplissent le rôle, savoir qu'essentiellement la mission des banques centrales, principalement, c'est essayer de maîtriser, si je peux utiliser ce mot-là, l'inflation. Et on voit que cette inflation commence à reculer. On a même vu, on viendra dessus, une baisse de taux sur le franc suisse. Donc, où est-ce qu'on en est au niveau de l'inflation aujourd'hui et qu'est-ce qu'elle voudra dire pour les taux d'intérêt? Alors effectivement, l'inflation, c'est aujourd'hui une donnée qui reste cruciale comme sur les 2 dernières années écoulées. Je pense qu'en introduction, avant effectivement de parler de cette inflation, je pense que c'est important de rappeler un message qui était assez fort, que l'on a donné lors du premier webinaire de l'année au mois de janvier, qui était que selon nous, en termes de cycle économique, en termes de cycle de taux, on était probablement sorti de la phase la plus délicate, pour ne pas dire la plus risquée de ce cycle. À savoir qu'on sortait d'une période où effectivement on avait un ralentissement économique en cours, et puis on avait des risques financiers qui n'étaient pas anodins, qui potentiellement pouvaient apparaître à tout moment. Et puis une marge de manœuvre qui était relativement faible de la part des banques centrales, qui étaient toutes occupées, on va dire, à lutter contre le risque inflationniste. On entre donc, selon nous, donc, dans une période beaucoup plus favorable, où effectivement on a des banques centrales qui retrouvent de la marge de manœuvre et qui probablement vont se lancer dans une phase de baisse des taux qui est rendue possible justement par le fait que l'inflation est en train de reculer. Et on le voit assez bien par exemple sur ce graphique, un graphique qui concerne les États-Unis, mais globalement on voit que quasiment dans tous les pays développés, on observe plus ou moins à des échelles différentes plus ou moins les mêmes tendances. Et ces tendances, qu'est-ce qu'elles montrent? C'est que sur les prix des biens, en gros, le panier de la ménagère hors service, eh bien, ce panier de la ménagère, en fait, ce que l'on constate, c'est qu'effectivement, après ce pic de l'inflation que l'on a noté, qui était parfois assez violent, assez fort, avec des progressions de prix extrêmement importantes, eh bien, on est retourné à la normale au niveau des prix des biens. On le voit ici aux États-Unis, c'est le trait rouge sur ce graphique, où on est retourné quasiment à la situation que l'on avait avant la pandémie, à savoir quasiment pas d'inflation, une stabilité des prix assez parfaite au niveau des prix des biens. Par contre, ce que l'on constate, c'est qu'effectivement, au niveau de ce dérapage des prix que l'on a eu au niveau des services, eh bien là, l'inflation met un peu plus de temps à refluer. Notre sentiment, c'est que elle va continuer à refluer, mais c'est vrai que ça se fait de manière beaucoup plus progressive. Les explications que l'on a par rapport à cela, c'est qu'il y a différentes explications, mais il y a certains facteurs qui étaient relativement importants et qui expliquent effectivement que ça ralentit plus difficilement. On peut parler notamment des coûts de la santé. On peut parler également des loyers qui ont un certain impact, notamment aux États-Unis, où les loyers ont connu un dérapage ces derniers mois, mais également au niveau des salaires, qui ont, les services, c'est beaucoup une composante salaire beaucoup plus importante, et forcément, avec la hausse des salaires que l'on a connue aux États-Unis notamment, mais ailleurs aussi dans les 2 dernières années, eh bien, ça fait effectivement que
cette inflation sur les services tarde un peu à refluer, mais les indicateurs sont assez favorables parce que déjà, premièrement, c'est vrai que les salaires ont eu tendance à progresser aux États-Unis, mais également en Europe. Oui. Mais par contre, c'est vrai que là déjà, on voit qu'il y a un ralentissement des salaires, ce qui est une bonne chose. On avait déjà effectivement traité ce point lors du dernier webinaire. Il nous semble pouvoir affirmer aujourd'hui que le risque d'une spirale inflationniste alimenté par les salaires, c'est quelque chose c'est un risque qui a fortement reculé sur les derniers mois. Et puis ce que l'on constate également, c'est que grâce à la hausse de la productivité, qui concerne beaucoup les États-Unis pour l'instant, on le voit sur ce graphique, qui dit hausse de la productivité dit que en fait les hausses de salaire sont atténuées par ces gains de productivité et cette mesure que l'on appelle les coûts unitaires du travail, qui effectivement prend en compte les gains de productivité que l'on a dans une économie, eh bien on constate que ces coûts unitaires du travail eh bien, ont déjà bien reculé aux États-Unis et sont quasiment retournés à une progression annuelle tout à fait raisonnable de l'ordre de 2%. Ouais. Comment on explique effectivement ces gains de productivité? On ne peut pas écarter, bien entendu, les développements que l'on observe, notamment au niveau de l'intelligence artificielle. Tout à fait, ouais. Alors, il y a la robotique, il y a l'automatisation. Probablement que les États-Unis sont en avance sur toutes ces thématiques-là. Et probablement que ça, c'est quelque chose qui aura tendance, notamment en matière d'intelligence artificielle, où on sait que d'autres pays, et notamment en Europe, on affiche un certain retard. Probablement que c'est des tendances qui vont se propager à l'échelle planétaire et qui auront un impact en termes de productivité, mais également en termes de coût du travail, qui sera sans doute très favorable pour le contexte d'inflation. Donc globalement, effectivement, un contexte d'inflation qui a évolué de manière tout à fait favorable ces derniers temps, et c'est sans doute quelque chose qui était souhaité, attendu par les banques centrales, et qui va effectivement donner la possibilité aux banques centrales de débuter une phase de détente monétaire. Ça nous a déjà concerné en Suisse, puisque la Banque nationale suisse a été la première banque centrale des pays développés à annoncer une coupe de taux. C'est sans doute pas terminé, mais d'autres banques centrales vont emboîter le pas à la Banque nationale suisse, probablement dès le début de l'été. On pense notamment à la Réserve fédérale américaine et à la Banque centrale européenne. Donc on arrive finalement à un nouveau cycle sans passer par cette spirale infernale que tu évoquais autour contenu de l'inflation avec les salaires, etc. Donc on avait aussi mentionné les risques de récession. Alors c'est les 4 cycles économiques qu'on connaît. On a évité de monter trop fort, trop vite, si je peux dire ça comme ça. Donc ça nous évite aussi finalement de baisser trop fort, trop vite, si je résume bien. Je caricature. Alors c'est tout à fait ça, effectivement. Donc c'est vrai que lorsque les banques centrales commencent à couper les taux, généralement c'est parce qu'elles estiment que leur politique monétaire est beaucoup trop restrictive. Et c'est le cas. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on a une économie mondiale qui s'est montrée très résiliente, malgré cette forte remontée des taux d'intérêt à laquelle on a assisté sur les 2 dernières années. Et donc, on a quelque part échappé à la récession mondiale. Quelques pays dans le monde, quelques zones ont flirté ou ont basculé dans une légère récession. C'est le cas notamment en Allemagne et un peu également le cas du côté de l'Europe. Mais aux États-Unis, par exemple, on n'en a pas eu de vrai ralentissement. Donc aujourd'hui, effectivement, l'idée, c'est pas forcément de couper massivement les taux d'intérêt pour se sortir de l'ornière, donc faire en sorte que l'économie qui potentiellement aurait été en récession, il faut absolument la relancer. C'est pas le cas. On n'a pas une économie mondiale qui est installée dans la récession. C'est plutôt effectivement normaliser les taux d'intérêt par rapport au contexte d'inflation. Donc, par exemple, en Suisse, c'est vrai que l'inflation anticipée pour les prochains trimestres, pour les prochaines années, ça tourne aux alentours de 1%. On était à 1,75 sur le taux Saron de la BNS. On va probablement, dans le courant de cette année, retomber à un taux Saron de l'ordre de 1%. Aux États-Unis, en Europe,
on a des taux d'intérêt qui étaient encore beaucoup plus élevés par rapport au contexte d'inflation. Donc probablement, on aura une Banque centrale européenne, une Réserve fédérale américaine qui auront aussi tendance à couper environ 1,5%, trois quarts de pourcent cette année et probablement un peu plus encore l'année prochaine pour effectivement normaliser les taux d'intérêt. Mais compte tenu effectivement d'une économie qui est plutôt résiliente à l'échelle mondiale, c'est pas nécessaire de faire beaucoup plus. Et c'est vrai que ce cycle économique qui débute, on est convaincus effectivement que c'est un nouveau cycle économique qui débute, alimenté avec un rebond de l'économie qui va être alimenté notamment par les baisses de taux. Je pense que ce qu'il faut effectivement affirmer, c'est que c'est un cycle économique qui débute sur des bases relativement saines. On n'a effectivement pas eu de grosses casses durant ce resserrement des politiques monétaires, ni au niveau de l'économie, ni au niveau du contexte financier. On n'a pas eu d'incident financier majeur ou important. Et puis, c'est vrai qu'on constate, au niveau des ménages, on a plutôt des ménages qui ont une situation financière plutôt favorable. On a ici, à l'échelle mondiale, on voit qu'on a des taux de chômage qui sont quasiment au plus bas historique. Donc ça, c'est assez rassurant. Et puis ces ménages, ils ont également donc une épargne qui est relativement abondante. Cette épargne, dans certains pays, dans de nombreux pays, elle était déjà confortable avant le Covid et durant le Covid, parce que par le simple fait qu'on n'a pas pu consommer, dépenser la totalité de notre épargne, eh bien, cette épargne, elle a encore augmenté durant la période de Covid. On voit sur ce graphique l'excès d'épargne qui a été constitué depuis la pandémie. On a souvent commenté ce graphique. Ce que l'on constate, c'est que, à l'exception des États-Unis qui ont déjà entamé en bonne partie ce bas de laine, eh bien, la plupart des autres pays développés, et notamment en Europe, ce bas de laine, il n'a quasiment pas été touché. Donc, ce qui veut dire que dans un contexte de taux de chômage très faible, d'une économie qui aura tendance à réaccélérer durant le deuxième semestre de cette année, et une croissance qui va encore s'affirmer l'année prochaine, avec un retour de la confiance au niveau des ménages, il faut s'attendre à ce qu'il y ait une tentation assez naturelle d'entamer ce bas de laine et de dépenser cette épargne qui est relativement abondante. Et ce contexte assez favorable, ces bases saines dont je parlais, ça ne concerne pas uniquement les ménages, c'est également quelque chose que l'on peut observer au niveau des entreprises. Donc, en fait, on a une situation qui est effectivement assez confortable, où, que ce soit au niveau des ménages ou au niveau des entreprises, globalement, ce que l'on peut dire, c'est qu'on a un secteur privé qui est pas trop endetté, relativement faiblement endetté d'un point de vue historique dans les pays développés. Contrairement, on va dire, au gouvernement dont l'endettement a plutôt eu tendance à prendre l'ascenseur, mais ça c'est sans doute un problème pour plus tard, dans quelques années. Mais à aujourd'hui, c'est vrai que cette situation d'endettement du secteur privé est relativement saine. Et donc, avec les baisses de taux qui se profilent, on peut effectivement avoir une opinion assez positive également de ce qui va se passer du côté des entreprises. Et on le constate également sur ce graphique. En fait, ce graphique, il montre donc au niveau du secteur bancaire, lorsque les banques commerciales ont tendance à restreindre le crédit, ont tendance à rehausser les critères d'octroi de crédit, aussi bien pour les ménages que pour les entreprises. Et ce que l'on constate, c'est que sans même attendre le début de détente monétaire annoncée par les banques centrales, les banques commerciales commencent déjà à assouplir leurs critères d'octroi de crédit. Donc ça, c'est quelque chose qui est positif. On l'a mentionné pour les ménages. C'est clair que le fait d'avoir la possibilité de recourir à l'endettement de manière plus facilitée, eh bien, ça va participer au soutien de la consommation ces prochains temps. Mais du côté des entreprises, là aussi, on constate effectivement, ces entreprises, elles ont quasiment arrêté d'investir depuis quasiment 1 an et demi, tout simplement parce qu'effectivement, s'endetter coûtait beaucoup plus cher et on se dirige vers un contexte beaucoup plus favorable à l'investissement des entreprises dans l'outil de production. Et ça pointe forcément vers
cette réaccélération économique que nous commençons à entrevoir pour Oui. le deuxième semestre de cette année, qui devrait se confirmer l'année prochaine. Ce graphique montre ces indicateurs avancés de l'économie, hein, donc c'est des sondages auprès des directeurs d'achat. Mhm. Et que nous dit ce graphique? Ce que l'on a déjà observé et commenté depuis quelque temps, au niveau des services, on n'a jamais basculé en dessous de la barre des 50, qui montre effectivement la barrière, la limite entre l'expansion économique et la contraction économique. Donc Tout à c'est fait. clairement les services et la consommation des ménages qui a maintenu l'économie mondiale à flot. Par contre, période très difficile pour l'industrie. Et Mhm. c'est ce que l'on voit, donc ce trait gris. On était en zone de contraction quasiment depuis 2 ans. Et on constate que sur la dernière mesure, on repasse légèrement en zone d'expansion. Et d'après nous, cette expansion va se confirmer dans les prochains mois et va toucher également un secteur industriel qui a passablement souffert sur les 2 dernières années. L'expansion serait effectivement maintenue par cette détente au niveau des conditions d'octroi et baisse des taux d'intérêt finalement qu'on attend. Absolument. Et pour ce qui est de la Suisse finalement? Alors la Suisse, c'est un peu le même contexte que l'on a observé. Mhm. Là aussi, avec des échelles différentes, mais globalement, sur les 2 dernières années, c'est la consommation des ménages qui a maintenu l'économie suisse à flot, Mhm. alors que l'industrie souffrait beaucoup. On sait pourquoi, pour quelles raisons l'industrie a souffert, et on le voit là, on est en dessous de cette fameuse barre de 50, hein, Ouais. donc on est clairement en territoire où on est dans une phase de contraction pour l'industrie suisse, notamment l'industrie à l'exportation qui souffre énormément du franc fort, Tout à du fait. contexte de franc fort, mais qui souffre également du fait que nos principaux partenaires commerciaux, notamment la zone euro et plus particulièrement l'Allemagne, Mhm. passent une période assez difficile, notamment en ce qui concerne l'Allemagne, qui est vraiment dans une période économique assez délicate. Donc c'est vrai qu'on comprend un peu mieux la décision de la BNS de ne pas attendre que les autres banques centrales déclenchent effectivement leur détente monétaire, Oui. anticiper ce phénomène-là. Pour la Banque nationale suisse, le problème d'inflation est maîtrisé avec sur les derniers chiffres une progression d'inflation de l'ordre de 1% et quelques, 1,2 pour être précis. Mhm. Le problème de l'inflation a été maîtrisé, donc aujourd'hui il est temps de se consacrer à gérer ou à aider un petit peu plus l'économie suisse et notamment ce secteur de l'exportation qui a beaucoup souffert ces derniers temps. Ce qui est une des raisons qui amène effectivement potentiellement à cette baisse de taux d'intérêt et la suite, effectivement, comme tu l'annonçais, on se rapprocherait des 1 au courant de l'année. Donc ça, c'était pour la partie, merci beaucoup Daniel, de l'analyse du marché mondial, hein, de l'analyse de la macroéconomie. Si on vient maintenant au niveau des actifs financiers, cet assouplissement monétaire, donc cette baisse, cette détente des taux d'intérêt, qu'est-ce qu'elle veut dire d'un point de vue investissement dans les marchés, que ce soit au niveau des obligations, des actions, plutôt signal positif, plutôt signal négatif, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, globalement, à l'échelle de tous les marchés financiers quasiment, on peut dire que on rentre effectivement dans cette phase du cycle qui est généralement favorable, hein. Donc, D'accord. les perspectives d'une embellie économique qui va effectivement se matérialiser sur les prochains mois. Mhm. On sait que les marchés financiers ont tendance à anticiper, en tout cas de quelques mois ou de quelques trimestres, effectivement, Tout à fait, oui. l'amélioration Oui. conjoncturelle. Donc ça, c'est plutôt positif. Et Mhm. effectivement, des baisses de taux, habituellement, c'est quelque chose qui est favorable. Après, selon les classes d'actifs, c'est plus ou moins favorable. Globalement, si on commence par une des principales classes d'actifs, Oui. c'est les marchés obligataires. Mhm. Le Mhm. marché obligataire, le contexte idéal pour le marché obligataire, c'est plutôt on est en récession et il faut massivement baisser les taux d'intérêt. Oui. Donc, c'est clairement pas le contexte dans lequel on se trouve, mais on est dans un contexte où effectivement il y a eu ce ralentissement, il y a des perspectives économiques qui s'améliorent et on Mhm. va devoir baisser les taux d'intérêt. Donc, les taux d'intérêt, effectivement, vont être baissés par les banques centrales. C'est beaucoup les taux courts qui auront tendance à baisser. Tout à fait, oui, les taux Les taux directeurs. Oui. longs, les taux directeurs, Mhm. les taux longs ont probablement le potentiel effectivement de baisser un peu, Mhm. mais c'est vrai que par rapport à d'autres cycles économiques, peut-être que la baisse des taux longs sera un peu moindre. Néanmoins, c'est vrai que la forte remontée des taux longs que l'on a Mhm. connue en 2022 notamment, Oui. qui s'est un peu prolongée également en 2023, fait qu'on a des
taux d'intérêt qui sont intéressants aujourd'hui dans les marchés obligataires. Pas tous, hein. C'est vrai que le marché obligataire, traditionnellement, a des taux d'intérêt plus bas, Oui. mais sur un marché comme le marché américain, on a des taux d'intérêt qui sont à plus de 4%, en fonction des qualités de crédit, voire même à plus de 5%. C'est des taux d'intérêt intéressants. Ce graphique, il est intéressant parce qu'il montre effectivement que généralement, lorsque ça concerne le marché obligataire américain, mais comme souvent, le marché américain a tendance à mener également le reste C'est du le plus monde, grand marché. Hein. le plus grand marché obligataire. Et ce que l'on constate, c'est que historiquement, quand on rentre, quand la Banque centrale américaine a annoncé sa dernière hausse de taux, Oui. quand on rentre et on approche de la phase de détente monétaire, généralement, ça se traduit par des performances positives pour le marché obligataire dans les 24 mois qui suivent. Donc, tout ceci nous permet de dire que cette période difficile, hein, les 24 derniers mois écoulés étaient vraiment assez difficile pour le marché obligataire. On a parlé de crash obligataire en 2022. Oui. 2023 n'était pas beaucoup plus glorieux. Il nous semble que les prochains mois qui nous annoncent effectivement des perspectives beaucoup plus réjouissantes pour le marché obligataire et sans doute des performances positives. Merci beaucoup. Et du coup, sur les actions, effectivement, positif aussi, tu disais. Positif également, c'est vrai que c'est un contexte assez favorable, donc de baisse de taux à venir. Alors c'est vrai que on a souvent commenté, notamment lors du dernier webinaire, on a dit, alors les valorisations des bourses sont attractives pratiquement partout, sont très attractives dans certaines zones, notamment l'Europe, les marchés émergents, et puis elles sont un peu chères, les valorisations aux États-Unis. Et on ne peut pas dire que c'est pas toujours le cas, donc c'est toujours le cas. C'est vrai qu'en comparaison internationale, c'est là où les valorisations sont les plus élevées. Par contre, ce qui est rassurant, c'est ce graphique. On constate que quand même, aujourd'hui, la valorisation moyenne de la bourse américaine est à 21 fois les bénéfices. Donc, si vous achetez l'ensemble de la cote américaine, vous payez 21 années de bénéfices futurs pour l'ensemble des entreprises américaines. C'est dans des niveaux relativement élevés de valorisation. Ce que l'on constate par rapport à ce graphique, c'est qu'on est quand même plutôt dans la norme si l'on remet ça dans le contexte de l'inflation. Aujourd'hui, l'inflation a passablement ralenti du côté des États-Unis. Début 2023, on était quasiment à 10%. Aujourd'hui, on était aux alentours de 3%. Et on rentre effectivement dans cette fenêtre qui justifie effectivement d'avoir des valorisations au-delà de 20 ou 21. Et alors qu'effectivement, on constate que quand on est dans une période où on a trop d'inflation, ou voire même lorsqu'on a de la déflation, là, les valorisations, en moyenne, elles sont beaucoup plus basses. Donc, on est dans les anglo-saxons appellent ça le sweet spot, donc effectivement, la fenêtre idéale où on peut justifier effectivement des valorisations un peu plus élevées, y compris sur le marché américain. Donc, en termes de valorisation, effectivement, ce n'est pas un frein, surtout que l'on rentre effectivement dans cette période assez favorable d'accélération économique à venir et de détente des politiques monétaires. Et la détente de la politique monétaire, on constate sur ce graphique à quel point elle est favorable. Donc on prend ici tous les cycles de détente de politique monétaire sur les 40 dernières années. Et on fait deux distinctions. Donc, que s'est-il passé alors qu'on était dans une période de récession, donc où quelque part la Banque centrale américaine a été contrainte, obligée, forcée de baisser ses taux d'intérêt pour éviter un effondrement économique ou en tout cas une période économique stimulée, et puis des périodes de baisse de taux en dehors d'un contexte de récession. Un peu le contexte dans lequel on est aujourd'hui. Exactement, le contexte dans lequel on est aujourd'hui. Et la performance boursière durant ces périodes de détente monétaire sans récession, en l'absence de récession, c'est le trait gris. Et ce que l'on constate, effectivement, comme on le disait précédemment, généralement les bourses anticipent ce début de détente monétaire, mais il y a une grande distinction entre est-ce qu'on est en période de récession ou pas. On voit qu'en période de récession, la bourse, à un moment donné, elle flanche quand même, et lorsqu'on n'est pas en période de récession, la progression de la bourse se poursuit. Ça, c'est ce qui arrive en moyenne sur toutes les phases et sur tous les cycles de baisse de taux de la Réserve fédérale américaine lorsqu'il n'y a pas de récession. Donc, ça confirme effectivement ce contexte assez favorable pour la bourse américaine et au-delà, les bourses mondiales.
Un petit point quand même, une petite réserve qu'il faut mentionner. On a, bien entendu, on fait des nouveaux plus hauts sur les bourses et notamment sur la bourse américaine. On a un contexte où, effectivement, donc l'optimisme est là. Donc les investisseurs sont plutôt optimistes. Oui. On n'est pas les seuls. Est-ce que ça peut constituer un frein ou pas? Potentiellement, nous, ce que l'on dit, c'est qu'on peut avoir des périodes où il peut y avoir des consolidations. On constate effectivement que un sentiment élevé, c'est pas forcément un frein total. Mhm, On peut mhm. observer cette période de 2021, par exemple, le Oui, sentiment, le trait jaune sur ce graphique, est resté élevé relativement longtemps. Ça n'a pas empêché la bourse de monter quasiment sur l'ensemble de l'année tout à fait. Ouais, ouais, 2021. ouais. Il faut se rappeler, on avait un peu le même contexte, des banques, des politiques monétaires accommodantes, une Mhm, relance économique après la période de Covid tout à fait, oui. 2020 difficile. Et donc, quand même, on a un peu le même contexte. Donc, nous, cela nous amène à dire que s'il y a une consolidation ou une correction, ça ne peut pas être une correction extrêmement importante et que le contexte reste globalement favorable pour les bourses ces prochains mois. Petite réserve, comme tu le dis, dans un contexte qui est favorable. Mais on en revient effectivement à chaque fois à la même chose. On n'a pas de boule de cristal. En revanche, tous les indicateurs qu'on peut observer et les données historiques nous amènent plutôt vers une vision optimiste Optimiste. du marché action globalement et du marché action américain. On parle souvent de l'or, je pense qu'on en parle à chaque fois, et si par hasard tu n'as pas évoqué, c'est une question qu'on a du public, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'or dans ce contexte-là? Alors c'est vrai que nous, ça fait partie de notre allocation d'actifs. Donc on a depuis de nombreuses années une allocation à ce métal précieux parce qu'on aime bien effectivement ses caractéristiques ou ses atouts Mhm. en termes d'assurance de portefeuille. Oui. Quand ça va mal dans le monde, généralement, il y a un actif qui résiste relativement bien, c'est le métal jaune. Mhm. Par contre, ce que l'on constate effectivement, ça n'a échappé probablement pas à grand monde, c'est que l'or vient de faire un sommet Oui. historique et d'après nous, c'est un contexte qui reste favorable pour l'or et peut-être qu'on aura d'autres sommets historiques qui vont être alignés dans les mois qui suivent. Ce qu'il faut mentionner, c'est que l'or, c'est aussi un actif qui a tendance à apprécier la période de baisse de taux d'intérêt. Parce que l'or ne paye pas de dividendes, ne paye pas d'intérêt. Donc, lorsque les taux d'intérêt sont élevés, les gens s'éloignent de l'or. Et par Oui. contre, effectivement, lorsque les taux rebaissent, eh bien, les gens s'intéressent à nouveau au métal jaune. Et Mhm. là, ce que l'on peut dire, effectivement, c'est qu'on va aussi rentrer dans une période favorable pour l'or. Mais l'or n'a pas attendu cette période de détente, de future détente monétaire pour commencer à monter. Mhm. Il a déjà été dans une tendance assez favorable ces derniers temps. Et l'explication, il faut la trouver dans la diversification, dans les achats assez massifs qui ont été faits de la part des banques centrales un peu partout dans le monde, mais notamment dans les pays émergents, depuis l'éclatement de la guerre en Ukraine. Il faut Mhm. rappeler effectivement que au moment de la guerre en Ukraine, eh bien, les actifs, les réserves de la Banque centrale russe ont été saisies. C'est Mhm. vrai que pour certaines banques centrales, ça a donné effectivement envie, ça a incité un certain nombre de banques centrales de favoriser une plus grande diversification en dehors du dollar, en dehors de Ouais, ouais. l'euro, notamment les pays qui ne sont pas forcément alignés totalement avec les États-Unis ou l'Europe. Mhm. Et on le voit à quel point, sur ce graphique, à quel point les achats ont été assez massifs en termes d'or de la part de ces banques centrales. Donc un contexte qui, d'après nous, pas uniquement basé sur les achats de banques centrales, mais globalement également par rapport au contexte de taux d'intérêt, qui s'annonce également favorable pour le métal jaune. Et enfin, l'immobilier, comme tu évoquais l'or, effectivement, qui fait partie de notre allocation d'actifs. L'immobilier suisse, pour les portefeuilles basse francs suisses, en fait également partie. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le marché immobilier actuellement? Et puis, est-ce qu'il y aura un impact ou non avec la baisse de taux déjà annoncée, peut-être c'est l'avenir? Alors, donc, la Suisse est dans une situation assez favorable en termes Mhm. d'immobilier. La remontée des taux d'intérêt qui a été pilotée par la Banque nationale suisse n'a pas été en mesure de vraiment casser totalement la dynamique du marché immobilier suisse, Mhm. contrairement à ce qu'on a observé dans d'autres pays où effectivement les reculs sur les prix immobiliers ont été observés et parfois c'était des reculs relativement sensibles. Mhm. En Suisse, on n'a pas observé ce genre de coup de froid
au niveau du marché immobilier, en tout cas pas en ce qui concerne le marché résidentiel. Oui. C'était un petit peu plus le cas au niveau de l'immobilier commercial, pour des raisons de hausse de taux d'intérêt, mais également de changement des habitudes. On a beaucoup parlé effectivement des habitudes de télétravail qui se sont installées depuis la pandémie, qui sans doute fait que les entreprises nécessitent beaucoup moins d'espace de bureau. Mais globalement, en Suisse comme ailleurs, un début de baisse de taux d'intérêt, c'est quelque chose qui est positif pour le marché immobilier. D'accord. Donc ça nous annonce effectivement, alors même qu'il n'y a pas eu de vrai recul au niveau des prix de l'immobilier, en tout cas résidentiel, ça nous annonce plutôt une tendance assez favorable pour les mois, les trimestres ou les années à venir. Ça, c'est pour le marché immobilier de base. D'un point de vue investissement, c'est vrai que nous, dans nos grilles d'investissement, dans nos portefeuilles, on investit au travers de fonds immobiliers qui sont cotés en Suisse. Oui. Et ces fonds immobiliers, donc c'est vrai qu'on est habitué à observer des primes par rapport aux valeurs nettes d'inventaire. Et ces primes, elles évoluent, comme on le voit sur ce graphique, en fonction de l'évolution des taux d'intérêt. Plus on constate d'un point de vue historique, plus les taux d'intérêt sont élevés, plus ces agios au niveau des fonds cotés ont tendance à se réduire. Oui. Et c'est vraiment ce que l'on a observé en 2022-2023, qui ont été là aussi des années marquées par une correction assez forte des cours des fonds immobiliers, un ajustement de ces agios qui ont vraiment fondu par rapport à 2021, où ils étaient probablement extrême. On le voit ici sur ce graphique, on était quasiment à des agios en moyenne sur les fonds immobiliers de l'ordre de 40%. Donc il y a eu un ajustement assez sévère. Et puis ces agios sont en train de commencer à se reconstituer. Probablement, c'est pas terminé. Aujourd'hui, on est légèrement au-dessus de 15% en moyenne. On entre effectivement, que ce soit au niveau du marché de base sous-jacent, l'immobilier suisse, mais également au niveau de l'immobilier coté, on rentre grâce à cette baisse de taux qui s'installe également en Suisse, on rentre dans une période sans doute favorable. C'est un actif qu'on avait augmenté dans les portefeuilles l'année dernière et qui nous donne beaucoup de satisfaction depuis quelques mois. Et puis enfin, on parlait de taux d'intérêt, on l'a déjà évoqué. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le franc suisse? Alors le franc suisse, on le voit très bien sur ce graphique, le franc suisse est une monnaie qui, notamment face à l'euro, mais pas seulement face à l'euro, a été très forte ces dernières années, notamment sur les 3 dernières années. Sur les 3 dernières années, quelque part, la force du franc suisse et donc la faiblesse de l'euro contre le franc suisse a été un petit peu pilotée par la Banque nationale. Au moment où elle a décidé de s'engager dans cette lutte contre l'inflation en Suisse, eh bien, elle a quelque part encouragé la force du franc suisse pour effectivement limiter l'inflation importée, avec un certain succès, puisque l'inflation n'a jamais augmenté en Suisse autant que dans les pays qui nous entourent. Au plus haut, on a touché 3,5 d'inflation, alors qu'en Europe, on se souvient qu'il y a eu un moment où on était à plus de 10% d'inflation dans les pays qui nous entourent. Mais on constate effectivement que la Banque nationale suisse a commencé déjà gentiment depuis le début de l'année à changer son fusil d'épaule, quelque chose qui a été confirmé par la baisse des taux la semaine dernière, et avec une Banque nationale suisse qui, dans les derniers discours, a plutôt tendance à encourager désormais un affaiblissement du franc suisse. Et donc, les cambistes et les marchés ont plutôt pris la BNS au mot et à la lettre. Et on constate effectivement que tout dernièrement, on vient de casser à la hausse, on vient de sortir de cette tendance baissière sur l'euro suisse. On a plus ou moins la même configuration technique sur le dollar suisse, avec un franc suisse qui se déprécie et des monnaies étrangères qui ont tendance à s'apprécier. Il nous semble que c'est un phénomène qui peut se prolonger sur les prochains mois, notamment l'euro suisse. Il nous semble tout à fait judicieux de parier sur le retour à la parité d'ici quelques temps. Le contexte changera peut-être en 2025, parce que c'est vrai que cette année 2024, probablement toutes les grandes banques centrales, y compris la Banque nationale suisse, vont baisser leur taux d'environ 1,5%, 0,75%. Probablement qu'à la fin de l'année, la BNS aura atteint son objectif, alors que d'autres banques centrales continueront de baisser leur taux d'intérêt. Donc à un moment donné, c'est vrai que le franc suisse pourrait être à nouveau
renforcé Oui. par le contexte de différentiel de taux d'intérêt. Mais là, il y a une fenêtre d'opportunité qui est ouverte pour une dépréciation du franc suisse et une appréciation notamment de l'euro, mais probablement également du dollar contre la monnaie helvétique. Merci beaucoup, Daniel. Donc, un contexte finalement favorable aux différentes classes d'actifs, en tout cas pour une période à court moyen terme hein, devant nous. On voit effectivement dans quelle direction se dirigeraient les banques centrales et l'économie. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant au niveau de l'allocation du portefeuille? Finalement, comment se positionner dans un tel contexte? Je vous pose la question différemment par rapport à ce qu'on disait la dernière fois. Est-ce qu'on fait des changements importants ou non? Alors, je pense que c'est utile aussi ici de revenir 3 mois en arrière sur le webinaire que l'on a eu donc en tout début d'année pour effectivement se remettre dans le contexte de début d'année. On avait globalement aussi une vision assez porteuse et assez positive. On était juste inquiet par rapport à des attentes des investisseurs qui, aux États-Unis, tablaient en moyenne sur quasiment 2% de baisse de taux d'intérêt en 2024. Pour nous, c'était juste impossible. Et c'est vrai qu'on était un peu inquiet à l'époque que l'ajustement de ces anticipations de baisse de taux du côté des États-Unis, mais également de la Banque centrale européenne, potentiellement pourrait créer quelques remous du côté des bourses, et notamment de la bourse américaine. Donc on avait débuté l'année avec une certaine prudence. Cet ajustement des anticipations de baisse de taux au niveau des investisseurs, au niveau des marchés, elle s'est faite sans dégâts apparents, puisque les bourses ont continué de progresser. Cela montre à quel point, effectivement, cette tendance haussière sur les bourses, et notamment sur la bourse américaine, est relativement puissante et relativement forte et devrait, selon nous, se poursuivre. Ce qui nous amène effectivement à renforcer à nouveau, on va dire, le poids des actions dans nos allocations d'actifs et notamment pour un portefeuille pondéré franc suisse. On réaugmente l'allocation aux actions suisses. Donc on augmente encore notre surpondération sur les actions. Globalement, chez nous, notre poids neutre sur les actions, c'est aux alentours de 40%. Donc là, on augmente de 2%, on se met à 44%. Ça montre effectivement, ça confirme où ça illustre effectivement notre opinion positive sur les actions et notamment sur la bourse américaine qui, d'après nous, est une de celles qui affiche le plus de dynamisme depuis le début de l'année, qui devrait se confirmer dans le courant de l'année encore. Matières premières qu'on augmente, donc on était à 4% d'or. On se laisse porter effectivement par cette hausse du métal jaune qui devrait, selon nous, se poursuivre. Il y a aussi, donc on augmente à 5%. Il y a aussi ce côté assurance de portefeuille qu'on aime bien avec le métal jaune, je l'ai mentionné. Donc raison pour laquelle on augmente également l'or. Et puis, on réduit le poids de la monnaie de référence, donc le franc suisse. C'est la deuxième fois que l'on réduit le franc suisse dans les portefeuilles franc suisse. Plutôt fin du mois de février, on avait déjà réaugmenté l'euro dans les portefeuilles suisses. Et cette fois-ci, on augmente également de 2% le dollar dans les francs suisses. Donc, il nous semble que d'avoir 60% dans un portefeuille de francs suisses dans un portefeuille de francs suisse, c'est tout à fait adapté à l'heure actuelle pour profiter notamment de cette faiblesse du franc suisse, qui veut dire que toutes les autres monnaies étrangères auront tendance à progresser et à participer à la performance des portefeuilles. Merci beaucoup, Daniel. Donc, c'est effectivement ce que tu recommandes, ce que l'on recommande aujourd'hui pour un portefeuille pondéré en francs suisses. Tu le mentionnais aussi, hein, je me permets de le repréciser. Ça, c'est l'allocation qu'on recommande aujourd'hui. Il est possible que pour certains investisseurs, certains de nos clients, il n'y ait pas d'ajustement à faire parce qu'au final, les marchés ont déjà progressé, l'or a déjà progressé, les actions ont déjà progressé effectivement. Donc, toujours important de ramener cela au contexte de son portefeuille, l'allocation étant un tout finalement. Précision très importante, effectivement. Ne serait-ce que la performance de l'ordre de 10% qu'a fait la bourse américaine depuis le début d'année, ça représente effectivement, si on a 20% investi sur la bourse américaine, ça représente une hausse déjà de 2%. Merci beaucoup pour cette présentation, pour les réponses à ces différentes questions, Daniel. On va passer maintenant à vos questions dans le public.
Vous pouvez poser vos questions directement, comme je le disais, à travers les applications. On va rester ici avec une question sur l'allocation. Alors, imaginons, par rapport à littéralement ce qu'on vient de dire, quelqu'un qui était peut-être sous-investi ou pas investi au niveau de recommandation que nous avions au début. Au niveau des actions américaines, on pourrait investir dans quoi aujourd'hui pour réajuster son portefeuille dans les où on était sous-investi? Alors, c'est vrai que là, euh, pour la bourse américaine, et puis on a plus ou moins effectivement les mêmes secteurs d'activité ou les mêmes thématiques que l'on privilégie, notamment sur les marchés européens. Mhm, Il y a certains secteurs d'activité qui se dégagent. Donc, on aime bien le secteur de la santé. oui. Donc là, effectivement, c'est des secteurs de croissance, mais quand même avec un caractère défensif Mhm, relativement mhm, important. On aime bien la consommation de base. oui. La technologie, bien entendu, c'est quelque chose qui, d'après nous, va continuer effectivement de bien performer. Difficile d'y échapper. Ouais. Difficile d'y échapper, notamment sur la bourse américaine où la pondération, le poids Mhm, mhm, du secteur technologique est extrêmement élevé oui. par rapport à d'autres bourses dans le monde. Après, peut-être une nuance à faire au niveau effectivement de ce secteur de la technologie aux États-Unis. C'est vrai qu'il y a certains titres, certains thèmes qui ont déjà beaucoup progressé. Donc, Tout à fait, ouais. faut être un peu plus sélectif. Donc, on aura tendance effectivement à sélectionner certains thèmes ou certaines sociétés, éviter là où ça a beaucoup progressé Mhm, déjà et mhm. plutôt privilégier des secteurs ou des sociétés qui sont un petit peu en retard. Et puis, il y a le secteur bancaire que l'on trouve intéressant. C'est vrai que Oui. cette phase de détente des taux, à un moment où l'activité de crédit devrait reprendre, il nous semble qu'avec des valorisations qui sont extrêmement basses dans le secteur bancaire, il nous semble que le secteur bancaire est intéressant aux États-Unis, pas exclusivement aux États-Unis. Il nous semble que en Europe également, le secteur bancaire affiche un peu les mêmes caractéristiques, des valorisations assez basses et des perspectives qui s'améliorent nettement. Merci beaucoup, Daniel. Une question peut-être un peu plus générale à présent. C'est une question qui a été posée à plusieurs reprises dans le chat. On a deux conflits malheureusement aujourd'hui importants médiatisés, hein. Alors, malheureusement encore plus que deux dans le monde, mais c'est effectivement le conflit que tu mentionnais, Russie-Ukraine et Israël-Palestine. Est-ce que ça fait partie des scénarios, et selon ta réponse oui ou non, qu'est-ce qui se passerait dans les marchés? Est-ce que ça fait partie des scénarios d'avoir des conflits malheureusement qui s'étendent ou qui durent plus longtemps que ce que ça a encore duré? Voilà, quelle est un peu la perspective ou le scénario par rapport à cela? Alors c'est vrai que ces conflits, on ne peut que les déplorer, donc effectivement c'est quelque chose qui est très malheureux, mais comme tu le mentionnes, effectivement c'est des conflits qui semblent s'installer sur la durée, Mm. et notamment en ce qui concerne le conflit en Ukraine. Donc d'un point de vue marché financier, c'est vrai que les marchés financiers ont tendance à s'habituer à un contexte géopolitique difficile. Et il faut vraiment qu'il y ait une recrudescence, une augmentation importante ou un nouveau conflit pour Mhm. que les marchés financiers aient le besoin de s'adapter. Ouais. Donc, ce contexte géopolitique, c'est vrai que c'est un contexte négatif, mais il y en a eu d'autres dans le passé et ça Mhm. n'a jamais empêché les marchés financiers ou les bourses de performer. Donc, pour nous, ce contexte qui est géopolitique, qui est négatif, pour l'instant, il est stable et on ne voit pas vraiment d'issue dans un sens ou dans l'autre, en tout cas en ce qui concerne l'Ukraine. Mhm. Peut-être à plus court terme ou moyen terme, en ce qui concerne le conflit au niveau du Proche-Orient, peut-être qu'il y aura une issue qui va se matérialiser, mais globalement, donc, on part de l'idée que c'est quelque chose qui va rester, un contexte géopolitique qui va rester négatif, mais relativement stable sur les prochains mois. Merci beaucoup. Et puis enfin, une dernière question. Alors, on en parlait juste avant de démarrer ce webinaire. C'est une question à laquelle effectivement on s'attendait, qui est venue à plusieurs reprises également. Je te la pose comme ça de manière extrêmement large. Bitcoin, point d'interrogation. Oui, Qu'est-ce que tu peux nous en dire? alors, on a souvent des questions sur les cryptoactifs et c'est vrai qu'on n'est pas totalement étonné de voir à nouveau beaucoup de questions sur cette thématique, sachant qu'on vient de faire de nouveaux records Bien sûr, ouais, ouais, ouais. en tout cas en ce qui concerne le Bitcoin et d'autres monnaies crypto.
Alors c'est vrai que euh, euh, on l'a commenté, hein, ces 2 dernières années. Ce dont on s'est rendu compte sur une thématique qui est relativement jeune, hein. C'est vrai Mhm. que c'est quelque chose qui n'a pas l'ancienneté historique de l'or, par Bien exemple, sûr, hein. auquel souvent on fait référence, hein. C'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui disent, bon ben voilà, les cryptoactifs, c'est un petit peu le métal précieux Mhm, mhm. d'aujourd'hui. Et c'est vrai que le comportement souvent est relativement proche, mais avec un historique bien moins ancien, bien entendu. Ce que l'on Oui. a observé, par contre, sur les dernières années, c'est qu'il y a une corrélation beaucoup plus importante que ce que l'on pensait Mhm. entre notamment le Bitcoin et la bourse, en fait. On s'est Oui. rendu compte que c'était pas forcément un hedge ou une assurance par rapport à des performances boursières qui étaient décevantes. On a Mhm. vu en 2022, par exemple. Par contre, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, avec un contexte qui s'améliore au niveau boursier, un contexte qui s'améliore en termes de taux d'intérêt, eh bien, le Bitcoin est à nouveau recherché, on va Oui. dire, et on constate effectivement qu'il est sur une belle une tendance qui a été également favorisée depuis le début de l'année par le fait que aux États-Unis, il y a des produits, donc des ETF, hein, donc, qui permettent effectivement d'investir de manière indirecte sur les cryptoactifs, qui, euh, qui ont été autorisés. C'est vrai Oui. que pendant très longtemps, les États-Unis ont repoussé le moment où ils allaient autoriser Mhm, euh, mhm. c'est le lancement de ce genre de produit, avec toujours l'inquiétude au niveau des investisseurs que il y avait une sorte d'épée de Damoclès qui planait De notre portrait, ouais. au-dessus des investisseurs en cryptoactifs, avec potentiellement les États-Unis qui décideraient un jour ou l'autre de dire non, ces actifs-là, ils sont interdits, on ne peut pas Mhm. investir dans ces actifs. Donc là, le, le monde des cryptoactifs et cette classe d'actifs, elle a été effectivement validée par ce lancement autorisé On est allé par à les l'opposé finalement de autorités ce que tu américaines. mentionnes, hein. On craignait une interdiction, au contraire, il y a une Au contraire, autorisation, on a hein. une autorisation. Ouais. Donc, c'est vrai que ça semble effectivement installer le domaine des cryptoactifs sur la durée, et Mhm. notamment en matière d'investissement. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui était une nouvelle, qui n'était pas anodine et qui a plaidé vraiment en faveur du comportement Mhm, mhm. en bourse du Bitcoin et des autres monnaies crypto depuis le début de l'année, en fait. Merci beaucoup, Daniel. On arrive au terme de cette présentation. Nous n'avons pas le temps de passer toutes vos questions en revue. Mais nous restons à votre disposition, bien sûr, après le webinaire pour pouvoir y répondre et revenir sur les différents sujets qui ont été évoqués. Daniel, merci beaucoup. Merci Ali. Merci pour tes éclairages et bonne journée à toutes et à tous. Bonne journée.